Cette semaine, on vous propose le 118e épisode des Technos. J'en vois deux qui font « Oh, c'est deux, c'est deux !» Oui, c'est vrai, c'est le 218e épisode, c'est marqué là en dessous en plus. 218e épisode des Technos. Merci à mes petits camarades de me le rappeler, à savoir d'un côté Thierry Weber, en direct de Lausanne, ou pas loin en tout cas. Et pas loin. Pas loin, bonjour. Oui. Et puis de l'autre, Benoît, une fois de plus, parce que pour l'instant, vous avez duoté ensemble, tous les deux. Oui, hein, c'est vrai. Benoît de Namur, en Belgique. Voilà. Mais l'intérêt, c'est qu'il ne confond pas avec Bruno. C'est ça. Parce que quand c'est Benoît et Bruno, je les. Pas longtemps, il risque quand même de m'appeler Bruno. Oui, ça reste de l'ordre. Ça reste de l'ordre du possible. Vous allez bien? Sinon, ça va? Tout se passe bien? La semaine s'est bien passée? Super bien. On est content d'arriver vers l'automne, bientôt le ski pour l'hiver. Non, tout va très bien. Oui, c'est vrai. Effectivement. Quelques remerciements à nos charmants auditeurs qui nous laissent des messages régulièrement. Vous le savez, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur le site lestechno.be, Sombre Papa, Léo C, Jacques Moreau, Jax, Guillaume Léger, Duncan André, José Singala, Raphaël Vinet, Arnaud VM, Olivier tout seul, et puis Christine Lambin également. Merci à vous, merci à tous ceux qui demain, après-demain, après-après-demain laisseront des messages, des commentaires, etc. Ça nourrit la communauté, ça nous nourrit aussi, parce que c'est vrai que c'est des remarques, des réflexions sur des sujets divers et variés, ça nourrit des conversations, et ça c'est chouette. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast technologique chaque semaine. Il y a eu encore des annonces technologiques durant cette semaine, on va les aborder bien sûr dans notre abécédaire classique. Et on commence avec la lettre A comme Apple. Oui, il y a encore des choses à dire autour d'Apple. Par exemple, Benoît, toi, tu veux nous parler d'iMovie, qui gère les fonds verts sur iOS. Il va falloir nous expliquer pourquoi c'est intéressant. Parce que c'est bien, oui. Et c'est utile. Donc iMovie, c'est l'application de montage vidéo d'Apple. Donc il y a deux applications de montage. Il y a Final Cut Pro, qui est l'application plus professionnelle avec beaucoup de flexibilité. Et iMovie, c'est l'application abordable, facile, mais qui devient de plus en plus puissante quand même, puisque maintenant elle a la capacité de gérer les fonds verts. Donc les fonds verts, c'est ce truc qu'on utilise, pas toi que je vais l'apprendre Marc, mais c'est ce truc qu'on utilise notamment en TV ou pour les effets spéciaux au cinéma, où on filme l'acteur ou le présentateur devant un fond de couleur uniforme vert, et puis on va avoir un système qui en fait remplace ce fond par autre chose. Typiquement, ça va être une image fixe pour donner l'impression qu'il y a un décor, alors que la personne n'est pas devant le décor vraiment, donc on crée un décor derrière, ou ça peut être aussi une image animée, un film, etc. À chaque fois souvent quand on a un présentateur avec derrière des images qui s'agitent, c'est ça, il filme devant un fond vert. Et puis aussi pour tous les effets spéciaux, évidemment, les films de SF ou les films fantasy, etc. Quand il se passe, je sais pas, l'attaque d'un dragon ou quoi, ils n'ont pas toujours vraiment le dragon dressé dans le studio. Parfois, même souvent, en fait, on filme l'acteur devant ce fond. Et puis, on remplace ça. Alors, c'est une fonction qui est entre guillemets, banalisée aujourd'hui. On trouve même des accessoires pour faire soi-même son fond vert à la maison assez facile d'utilisation. Et donc, ce qui est chouette, c'est que maintenant, iMovie, pour iOS, est capable de le gérer. Donc, c'est-à-dire le iMovie des iPhones ou le iMovie des iPads. La version mobile, en fait, est capable de gérer ça. Donc, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que tu filmes avec ton... Je dis que c'est assez extraordinaire parce qu'il y a 10 ans, on aurait dit ça, c'est de la science-fiction. Tu filmes avec ton iPhone la personne sur le fond vert, et puis, pouf, en temps réel, ou enfin, immédiatement après avoir filmé sur ton logiciel de montage, qui est sur ton même téléphone, tu es en train de monter, et tu remplaces le fond vert par un fond. Ça aurait été, on aurait dit ça il y a 10 ans, tout le monde t'aurait dit non, les mecs, arrêtez de déconner. Oui, c'est juste pas imaginable. C'est juste inimaginable. C'est vrai que c'est une technologie qui est vieille, hein. C'est pas nouveau, mais elle est tout le temps perfectionnée. Maintenant, on utilise des systèmes qui permettent de filmer avec des plans qui bougent, avec des fonds, etc., qui bougent dans le plan, on dit, donc en 3D, si vous voulez, et qui donnent l'impression d'être sur de
vrai plateau de télévision avec plein de décors, etc. Alors qu'en fait, en gros, il y a juste un fauteuil et deux tabourets. Effectivement, l'avoir dans son smartphone. Mais, ceci étant dit, dans un smartphone aujourd'hui, on a une quantité enfin une qualité entre guillemets de calcul qui permet de le faire relativement facilement. Il me semble même qu'il y avait eu une application à un moment donné qui permettait de le faire sans fond vert, c'est-à-dire que vous filmiez ou vous photographiez la pièce dans laquelle vous vous trouvez, tout ce qui était fixe était considéré comme un truc inutile, et donc on pouvait faire abstraction de tout ce qui ne bougeait pas. Et donc le fond, en l'occurrence, votre mur, le décor, etc., permettait, avec, enfin, c'était pas tout à fait génial, mais ça permettait quand même de faire des choses. Et accessoirement, il y a aussi une autre fonction que j'ai vue il n'y a pas tellement longtemps aussi, et qui n'est pas récente, qui permet de flouter l'arrière-plan de la même manière, en fait, en repérant tout ce qui est mobile et de ce qui est fixe, de pouvoir ainsi le flouter de manière différenciée de ce qui bouge. Alors que tout d'un coup, Benoît a attrapé la grosse tête, je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être chez moi. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est juste très bizarre, mais c'est pas grave. Je me demande si t'es pas passé en 4/3 tout d'un coup, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, effectivement. J'ai l'impression d'avoir... Je le dis pour nos amis qui nous écoutent en podcast, hein, et qui n'ont donc pas l'image, à l'occasion, allez jeter un petit coup d'œil sur les vidéos des technos sur la chaîne YouTube. vous pourrez enfin nous voir si vous ne nous avez jamais vus. Puis si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de nous voir. Enfin, tout ça pour dire que iMovie qui gère les fonds verts, c'est bien, c'est chouette. Ça va permettre d'être très créatif, hein, aussi pour les professionnels, les non professionnels. Quand tu disais que c'était surtout les professionnels qui connaissaient la technique du fond vert, depuis quelques temps maintenant, quand on voit ce qui se passe sur Twitch, les gens qui font du gameplay, qui présentent du gameplay, ils gèrent bien maintenant cette technologie-là. Ah oui, non, mais tout à fait. Également. Et quand tu regardes, tu as des kits maintenant qu'on te vend avec des fonds qui font que tu peux le faire très facilement avec un fond pliable que tu déplies et puis tu as des éléments verts. Hein. Et pour la petite histoire, pourquoi le vert ? On peut jouer aux professionnels ou aux vieux de la vieille en rappelant le nom de cette technologie, hein, puisqu'effectivement on appelait ça le chroma key. Oui. Pour revenir sur le fait que ça tourne sur iOS, moi j'ai deux feedbacks. Le premier, c'est je suis toujours effaré de savoir que tout ça tourne sur un smartphone. Alors, quid de la batterie, ça c'est autre chose, on verra à l'usure. Puis l'autre chose qui est vachement bien avec iMovie, c'est que vous pouvez exporter votre plan de montage pour le travailler dans Final Cut Pro 10 dans votre ordinateur. Donc on ne parle pas d'exporter la séquence vidéo, on parle d'exporter le plan de montage qu'on peut continuer sur son ordi. Et sachant que c'est un logiciel gratuit, je crois, sauf erreur maintenant sur iOS, c'est assez sympa de pouvoir faire ce lien. L'EDL ou l'EDL, c'est l'Editing Decision List, qui est en fait juste les points de montage, en fait, hein, les points in, les points out, etc. Benoît, tu voulais conclure ton sujet ? Non, je pense qu'on a tout couvert là. On a couvert tous les angles verts, donc on peut passer à la suite. On va passer à la suite. Oui, bah oui. Ah tiens, c'est de nouveau A comme Apple, et vous verrez qu'on n'a pas fini de parler d'Apple, hein, dans cet épisode, parce qu'il y a encore des choses à dire. C'est vrai que Benoît n'était pas là la semaine passée pour commenter la keynote d'ouverture de la WWDC. On en a déjà un petit peu passé en revue différents éléments, hein. C'était vrai que c'était assez riche, assez dense, et c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de sign-in, Benoît, et toi tu voulais absolument en parler parce que tu considères que c'est l'annonce de la keynote. Voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Je trouve ça dommage. C'est une annonce importante. C'est vrai que c'est peut-être pas l'annonce qui en première lecture apparaît comme étant la plus extraordinaire, mais c'est pas neutre parce que cette notion en fait, d'abord, de quoi s'agit-il ? C'est l'idée d'avoir la même chose que ce que tu as avec la connexion via Facebook ou Google. Hein, tu arrives sur un site, ou Twitter d'ailleurs le propose aussi, même si c'est moins populaire. Tu arrives sur un site, une boutique ou autre, tu veux te connecter, te créer un compte, et tu peux soit te créer généralement un compte sur la boutique où tu rentres un nom d'utilisateur, un mot de passe, etc., ou tu te connectes avec ton compte Google et ton compte Facebook. Le petit effet subsidiaire de se connecter avec un compte tiers, c'est que c'est plus facile. Ça veut dire que tu as moins de mots de passe à gérer, tu as moins d'identité à gérer, tu n'as pas à te souvenir que tiens, sur tel site j'ai pris tel mot de passe, sur tel autre site j'ai pris tel autre mot de passe. Tu n'as pas à te souvenir, tiens, attention, j'ai changé mon adresse mail, il faut que j'aille sur tous ces sites pour indiquer mon changement d'adresse mail, donc c'est plus facile. Il y a aussi un élément quelque part de sécurité, dans le sens où on
peut espérer, encore qu'avec Facebook récemment ça n'a pas trop été le cas, on peut espérer que les développeurs de ces solutions vont faire quelque chose qui va être un peu plus secure qu'un site unique. Parce que si on imagine bien qu'Amazon, site marchand, a largement les moyens de faire quelque chose d'aussi secure que Google, tous les entre guillemets petits sites marchands qu'on trouve qui ont des chiffres d'affaires beaucoup plus bas, bon, peut-être pas les moyens de se payer des spécialistes en sécurité qui vont faire que leur site est vraiment totalement fiable, et ça explique qu'il y a beaucoup de fuites aussi d'ailleurs. Donc c'est bien, mais ça veut quand même dire que tu fournis à Google et à Facebook énormément d'informations supplémentaires sur ce que tu fais. Et on sait que donner ces infos à des régies publicitaires, enfin, moi ça continue à me gêner. Et donc c'est quelque chose que j'utilise jamais, parce que j'ai pas envie que Google et Facebook sachent où je fais mes courses, quel site je visite, etc. Ou dans la mesure du possible éviter de leur donner trop d'infos. Et l'intérêt de la solution Apple, c'est que il y a deux intérêts. D'abord, dans la lignée naturel de tout ce que fait Apple, il y a un grand souci de veiller au respect de la vie privée de l'utilisateur. Sur plusieurs points, on ne va pas donner d'informations au site sur lequel tu te connectes. Donc Apple peut te permettre de te connecter en disant oui, c'est bien quelqu'un qui existe, il est sérieux, etc. Mais vous n'avez même pas son adresse email. C'est toi qui choisis de dire si tu veux donner ton adresse mail ou pas. Si tu ne veux pas la donner, ils ont mis en place tout un système qui va quand même permettre au site de te contacter, mais sans que tu ailles toi à révéler à aucun moment ton adresse mail. Et donc, si le site commence à te spammer, t'envoyer des trucs chiants, etc., tu peux simplement couper la connexion. Tu gardes vraiment le contrôle de la relation que tu vas avoir. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Deuxièmement, classique Apple, on va pas écouter ce qui se passe. Donc, par exemple, tout le système de forwarding de mails se fait sans qu'Apple conserve copie des mails ou quoi que ce soit. Apple s'engage à pas prendre de traces des sites sur lesquels tu te connectes. Donc, tu peux être en confiance par rapport à tout ça. Et le deuxième atout, c'est que ça fonctionne avec ton iDevice. Donc, au lieu d'avoir à te souvenir d'un mot de passe comme sur Google, tu fais ton Face ID, tu regardes ton smartphone et ça fait ta connexion. Donc, je trouve l'idée plus confortable puis, pour moi, beaucoup plus rassurante par rapport au respect de la vie privée. Je croise les doigts pour que jamais Apple ne mange sa parole par rapport justement aux données personnelles, etc. et ne sombre pas un jour et qu'on ne soit pas devant un scandale un jour par rapport à ces histoires-là, parce que ce serait source d'une énorme déception dans le chef de Benoît et de tous les Apple fans du monde, je pense. Non, mais c'est vrai, c'est une richesse et en même temps, ça a besoin d'être protégé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry. Ça me fait penser à cette fameuse affiche que j'ai vue en janvier dernier sur cet hôtel au CES, qui avait eu tout son fichier, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais qui avait tout son fichier client qui avait été piraté. Ils avaient surfé sur la vague pour dire, ce qu'il y a dans un iPhone reste dans un iPhone. Moi, je pense qu'il marque des points avec ce nouveau service. Je crois qu'il y a pas mal de gens, il y a une prise de conscience qui est en train de réaliser, Google, Facebook jouent avec notre data. Et puis, l'autre chose qui est vachement smart dans ce qu'ils ont présenté, c'est que c'est des emails aléatoires qui sont utilisés le temps de la transaction. Donc, quand bien même on voudrait essayer de capturer quelque chose au passage de son sign-in, de son login, ça n'a pas de valeur. C'est juste assez puissant pour, je pense, rassurer pas mal de gens de s'y mettre. Moi, j'attends vraiment, je suis impatient de voir qui seront les prestataires de services qui vont plugger ce système de login. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. T'en as déjà vu, toi, Benoît, qui utilise déjà ça vient juste d'être annoncé. D'accord, ok. J'ai pas encore rencontré un site qui l'intègre. Je ne sais pas, en fait, d'ailleurs, pour être franc, si c'est disponible, s'il y a des sites qui l'ont intégré, ou si c'était l'annonce pour les dévelopeurs. Oui, c'est ça, parce que je le rappelle, dans le cadre de la WWDC, donc une conférence de développeurs, et donc là, ça justifie complètement d'en parler, d'amener ce genre. Je pense qu'on va avoir des choses cet automne. Oui, c'est ça. Et sur les iDevice, ça va devenir une obligation. Donc les sites qui vont les applications qui vont proposer qui proposent le login via Google Apple, via Google ou Facebook, vont être obligés de proposer également le sign-in with Apple. Ce qui est assez logique, s'ils veulent l'imposer. Ce qui est très logique. Ok, c'est vrai, on était passé à côté de cette info-là la semaine dernière, c'est bien de l'avoir remise en avant cette semaine. Benoît, merci beaucoup.
De nouveau, j'ai l'impression de tourner en rond. De nouveau, A comme Apple. Vous savez, cette marque avec une pomme. Pour parler cette fois-ci avec Thierry de Apple Pay, Thierry. Est-ce qu'il y a des choses à dire aussi de ce côté-là, manifestement? Oui. J'aurais pu faire R comme Revolut, parce qu'effectivement, c'est de ça dont il s'agit. C'était possible, il y a encore quelques semaines, de bricoler quelque chose pour enfin associer cette fameuse carte de crédit ou de prépaiement, enfin à charger, puisqu'effectivement, c'est le principe de Revolut, qui ont signé des accords avec Mastercard et qui existent aussi en Visa. Mais c'était super frustrant de ne pas pouvoir utiliser un service comme Apple Pay. Il y avait effectivement des petites astuces, des choses à bricoler pour pouvoir faire cohabiter les deux systèmes. Mais ça y est, il y a plus d'une 60aine de pays dans lesquels Revolut est associable avec votre compte Apple Pay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire se faciliter encore plus la vie pour les paiements, puisqu'on peut l'utiliser avec son smartphone, avec son Apple Watch. Donc j'ai trouvé l'annonce intéressante parce que c'est comme une espèce de prise au sérieux de cet opérateur qui est devenu très gros. Revolut a beaucoup fait parler de lui. Et c'est étonnant de savoir que, ça y est, c'est officiel, ça communique avec Apple Pay, mais dans le même laps de temps, il faut se rappeler que Apple sort sa propre carte de crédit. Donc, est-ce que c'est un tout petit marché parce qu'effectivement, la carte de crédit Apple va concerner d'abord nos copains américains qui vont vite se la procurer? Est-ce que c'est pour être clean et puis travailler avec tous les opérateurs? Là, la question reste ouverte. Mais j'ai trouvé très très smart de voir que Apple s'y mette et reconnaissent les services de Revolut. C'est assez impressionnant. Tu peux rapidement, n'étant pas suisse, je ne suis pas toute l'actualité financière sans doute, tu peux rapidement rappeler ce que c'est Revolut, parce que tu en parles comme si tout le monde connaissait, j'avoue que je ne connais pas. Oui, si j'ai connu le nom, on ne m'a pas imprimé et je ne l'ai pas... je vais profiter d'envoyer un code promo à tous celles et ceux qui écoutent ce podcast. Je serais très volontiers, très très content de vous inviter à utiliser les services de Revolut. Alors Revolut, on va revenir en arrière, ce n'est pas un service suisse, c'est un service anglais. À la base, je crois que c'est même des fondateurs russes qui sont venus avec l'idée de proposer une carte de prépaiement. C'est pas une carte de crédit en soi, puisqu'effectivement, il faut d'abord charger le compte. Mais pour revenir sur la genèse de Revolut, ce qui a marqué le coup, c'était de se dire, voilà, en 3 jours, avec une app, avec une photo, avec une pièce d'identité, vous receviez une carte de crédit qui est aussi valable, aussi solide, aussi reconnue qu'une Mastercard, puisque dès les premières éditions de la Revolut, il y a le fameux logo Mastercard. Mais qu'est-ce qu'elle a de mieux? Elle est surtout très avantageuse pour l'utilisateur, puisque tout se fait en ligne, donc il n'y a pas de frais d'abonnement. En tout cas, dans la version de base, parce que maintenant, ils ont multiplié les versions de cette carte, mais il n'y a pas d'abonnement. Vous payez je crois, une dizaine de francs ou une dizaine d'euros pour la recevoir. En fait, ça paye juste l'envoi postal. Comme je disais, il suffit de démarrer l'application, se prendre en photo, de rentrer les données, et puis 3 jours, on reçoit une jolie petite boîte qui est en plus très Apple dans sa façon de présenter la carte. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de la charger pour pouvoir l'utiliser sans commission. Ça, c'est aussi le truc très intéressant, c'est qu'effectivement, cette carte va pas coûter à chaque transaction. Elle existe maintenant en plusieurs devises. Donc, grâce à cette application, j'en ai fait les frais, parce que j'ai connu la Revolut dans sa première version. Eh bien, au travers d'un chat, on pouvait se faire aider par un opérateur et exposer son problème s'il y avait un souci ou quoi que ce soit. On peut gérer la carte, on peut la bloquer, on peut générer des cartes virtuelles, on peut s'envoyer bien sûr de l'argent entre utilisateurs Revolut. On peut avoir un compte en euros, on peut avoir un compte en dollars, on peut avoir un compte en francs belges. Non, là, je déconne. Mais voilà, on peut séparer les devises sans justement perdre lors du changement de la devise. T'as des sous sur ton compte de dollars, hop, tu les mets sur le compte euro sans passer par la case commission de change ou quoi que ce soit. Et puis maintenant, la dernière chose, pour un petit peu poser le décor autour de Revolut, on a un IBAN
qui est dédié à l'usage de ce compte, l'IBAN, Oui. qui est ce fameux format International Banking Access, je ne sais plus quoi, ce numéro unique sur lequel on peut très facilement, par le biais d'un compte bancaire, verser de l'argent. Ça en fait une carte de crédit très, très, très utile. Et pire encore, pour terminer, et j'ai aucune bille chez Revolut, sincèrement, on peut par exemple prendre sa carte de crédit traditionnelle et charger à travers cette carte votre compte Revolut. Et l'avantage, vous me direz, mais oui, mais ça sert à rien, c'est que tout cet argent, chaque fois qu'on le dépensera, ne nous coûtera rien en commission. Voilà, c'est vachement fort de leur part. Voilà, donc on a eu 2 infos en une grâce à Thierry et à Benoît, grâce à la question de Benoît et aux informations de Thierry. Voilà, on a appris un truc, c'est fait pour ça aussi, les technos. Merci beaucoup. T'avais un truc à rajouter, Benoît, ou il faut qu'on t'explique un truc? Non, c'est bon, ça va, merci, excusez-moi. Et j'ai des codes d'invitation si jamais. Voilà. On peut passer à la suite alors. J'étais parti sur la lettre A, mais non, finalement, on peut aussi passer à la lettre F, comme Facebook. Pourquoi pas. On va parler d'un truc, quand même, moi, ça m'a impressionné et ça me fait peur en même temps. C'est le fameux deepfake de Mark Zuckerberg. Benoît, tu vas nous expliquer, remettre ça dans son contexte. Oui, tout à fait. Marc, donc les deepfakes, d'abord, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Ce sont ces vidéos générées par des solutions type d'intelligence artificielle, d'ailleurs. Pas type, mais d'intelligence artificielle, qui permettent, à partir d'une série de photos ou de courtes vidéos, de générer une vidéo avec la voix de la personne, comme si c'était vrai. On a parlé plusieurs fois dans ces dernières années dans les technos. Hein. Je pense qu'on a fait à chaque fois un billet en disant c'est extraordinaire, il y a quelqu'un qui arrive à faire une photo, pas une série de photos, il reconstruit une photo, puis on s'est dit c'est extraordinaire, il y a quelqu'un qui arrive à faire une vidéo et on a l'impression que la personne bouge comme vraiment, et puis oh c'est extraordinaire, il y a une intelligence artificielle qui fait la voix et on y croit vraiment, puis quelqu'un a mis les deux ensemble, et maintenant c'est devenu un peu à la mode, on fait ces vidéos qui sont complètement fausses, auxquelles on fait dire quelque chose de complètement faux. Alors, il y a une série de ces vidéos qui circulent, donc qui sont des complètes inventions, et on appelle ça des deepfakes, parce que c'est du deep learning qui l'a rendu possible. Et la politique de Facebook jusqu'à présent a toujours été de dire, nous, quand il y a une vidéo comme ça qui arrive, c'est de liberté d'expression de la personne qui l'a créée, donc on laisse faire. On ne va pas, parce que la personne qu'on simule n'a pas vraiment dit ça, supprimer la vidéo, ou on va pas parce que en fait c'est un truc créé de toutes pièces, la supprimer ou la marquer comme étant fausse, etc. La seule chose qu'ils font, c'est que si un certain nombre de personnes marquent la vidéo comme étant fausse, elle n'est pas mise en avant dans les fils d'information, mais elle est là, c'est la partage, etc. Et il y a des gens qui y croient. C'est ça le pire. C'est ça le pire, oui. Et donc il y a un comité d'artistes qui vient d'en faire une de Mark Zuckerberg, disant écoute, voilà, moi je me suis rendu riche, j'ai plus le texte exact en tête, mais en gros c'est je suis devenu riche en piquant les données privées de millions de personnes. Imaginez le pouvoir d'un mec qui fait ça. Je dois tout à Spectre. Et alors évidemment, quand il dit je dois tout à Spectre, on s'imagine Spectre des films de bande, des compagnies avec le chat, tu vois, le truc, le chat blanc, bref. Mais en fait, Spectre, c'est le nom que s'est donné le collectif, donc c'est une manière pour eux de signer le fait que c'est un deepfake. Mais c'est bien choisi parce que ça, c'est pas immédiat. Et la question, c'était comment est-ce que Facebook va réagir? Est-ce qu'ils vont se dire, oh là, c'est le grand créateur, donc on peut pas accepter ce genre de choses? Alors jusqu'à présent, non, ils ont accepté, ils ont dit on fait comme d'habitude, c'est un deepfake comme les autres, simplement, si des utilisateurs le marquent comme étant faux, on le supprimera un peu en visibilité, mais on ne va pas l'interdire, c'est par la liberté d'expression du comité d'artistes, machin. Reste logique avec eux-mêmes, mais en même temps, c'était fait aussi pour dénoncer la technologie, dire attention, faites gaffe, il ne faut pas croire à tout ce que vous voyez ou tout ce que vous entendez, parce qu'on peut le fabriquer. D'ailleurs, Marc est un deepfake, il faut le savoir. C'est un truc artificiel, mais c'est pas vraiment une intelligence qui a créé ce machin. Ça a bugué pour le 118, là. Ça a bugué déjà dès le départ, moi. Mais voilà, ça fout quand même un petit peu la trouille, parce que ça veut dire que demain, on avait vu comme ça des exemples avec Barack Obama, où c'était un peu grossier encore, la voix était assez bien imitée, mais on voyait sur le clignement des yeux, etc., que c'était un petit peu artificiel, mais on va vers une certaine perfection, et c'est ça qui fait vraiment, qui fout un peu la trouille, parce que qui va-t-on pouvoir croire demain? Déjà, c'est un petit peu compliqué quand on lit certains articles, c'est en train de tuer l'information, ce truc, hein. C'est ça que je vois, moi.
Zuckerberg est d'autant plus intéressant comme sujet de deepfake qu'en fait, beaucoup de gens le connaissent de vue, mais n'ont pas l'habitude de l'entendre parler. On voit pas des masses d'interviews de lui quelque part. C'est pas, tu vois, Obama, il est sans arrêt à la TV, donc la petite imperfection va se voir. Un acteur, c'est la même chose. Lui, c'est moins vrai, et donc je pense que la vidéo est encore plus crédible à cause de ça. Je sais pas où ça va, mais ça y va et c'est pas super rassurant. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait imaginé, j'avais lu ça dans un article il y a 1 an ou 2, d'avoir une obligation de signature numérique de tout ce qui était artificiel. Parce qu'on parle aussi de création artistique avec des intelligences artificielles, etc. Mais que quelque part il y ait un tag ou une marque de fabrique, un numéro de série, que sais-je, qui soit automatiquement intégré à ce type de contenu. J'imagine qu'on pourra le détourner demain, donc ça sert plus à rien, donc voilà. Thierry, pour conclure peut-être, si tu... Oui, je suis amusé par rapport au choix du personnage. Ça me fait penser à cette technologie, je crois que c'était les Français qui avaient mis en place un système qui était capable d'analyser une image pour voir les parties qui avaient été retouchées, photoshopées. Là, on part d'une matière from scratch, ou quasiment. Effectivement, ça va être de plus en plus dur d'imaginer d'avoir des systèmes de contrôle. Et puis de là à croire naïvement que les gens devront signaler ceci est une fausse vidéo ou un faux contenu, je crois qu'il faut oublier l'idée. Oui, c'est ça. Et il y a toute une série, il faut être clair aussi, de métiers qui seront appelés demain peut-être à disparaître parce qu'on n'aura plus besoin de voix humaine pour certains messages. Je pense aux messages que l'on entend dans les gares et des choses comme ça, qui sont déjà des messages préenregistrés pour beaucoup. Même si demain il y a une urgence ou un message un peu particulier à faire passer, plus besoin d'avoir quelqu'un, il suffit de quelqu'un qui le tape sur un clavier et Enter, et le message s'en va. Ou certains animateurs de radio ou des voix de publicité ou des choses comme ça, qui demain seront peut-être remplacés en tout ou partie par des intelligences artificielles. On va vers ça. On va vers ce genre de choses-là, je pense. Oui, c'est clair. On va passer à la suite, peut-être. F comme Fujifilm, et quand je dis F comme Fujifilm et qu'il y a Benoît dans le coin, je me doute que c'est pas Thierry qui nous a parlé. À mon avis, tu auras des choses à dire là-dessus, mais je pense que ça, typiquement, c'est le genre de sujet que Benoît nous apporte régulièrement, puisque c'est notre photographe dans l'équipe, hein, vous le savez. Il a beaucoup de marottes, mais il en a une en particulier qui est justement la photographie. Tu vas nous parler d'Instax Mini, un nouvel appareil de chez Fujifilm, c'est ça, hein, ou pas? Ouais, tout à fait. Le petit nouveau, l'Instax Mini Liplay, qui est le dernier modèle dans la série des Instax. Les Instax, ce sont ces appareils à photo instantanée. Donc c'est, pour faire simple, les Polaroid façon Fujifilm. Sauf que c'est pas compatible avec les cartouches Polaroid, hein, mais c'est la même idée. Je fais ma photo. Et par un développement chimique, la photo sort immédiatement et je peux la voir tout de suite. On avait déjà parlé de l'imprimante, hein, je pense, parce qu'il existe une imprimante qui fonctionne. On avait parlé déjà ça dans un hors-série. On avait parlé de l'imprimante dans un hors-série. Donc, c'est un produit qui marche très très bien pour Fujifilm. En fait, c'est assez... Je ne sais pas s'il faut dire amusant, mais c'est assez remarquable, disons. C'est assez remarquable. Tu regardes les statistiques de vente actuellement du matériel photo, ça chute. À travers à peu près tous les fabricants. Et puis tu regardes les statistiques de Fujifilm et globalement, ils globalisent beaucoup de choses. Donc on est obligé de regarder sur du globalement. Mais globalement, on se doute que ça va pas être trop bien. Mais l'Instax sauve la partie. et ils se font tellement de pognon avec qu'ils peuvent, se permettre de continuer à fabriquer des appareils numériques sur lesquels ils perdent de l'argent. Ou en tout cas, où ils n'en gagnent pas beaucoup. C'est un produit qui est vraiment un produit tendance pour le moment, qui marche vraiment très fort. Et donc, Fujifilm continue à sortir des appareils. Alors, ils ont toute une série de gammes qui sont des appareils photo purement argentiques, dans le sens où c'est la photo que tu fais directement imprimée sur le film et puis le film sort. Ça marche pas mal, mais c'est des produits qui marchent bien en final auprès des jeunes, et les jeunes, ça leur coûte assez cher, puisque chaque fois que tu sors une photo, c'est 1 euro en gros. Ça dépend si tu as une promo sur le pack du film, etc. Mais en gros, c'est de l'ordre d'1 euro. Donc, c'est un peu cher en argent de poche. Et donc, maintenant, ils ont développé des modèles un peu hybrides avec un mode photo numérique. Et donc, la possibilité de mettre sur une petite carte, etc. Et la possibilité d'imprimer la photo qui est chouette. Et donc, de ne pas imprimer celles qui sont un petit peu plus ratées. Et le dernier modèle, donc, c'est le Liplay, qui, en plus de faire
appareil photo numérique, possibilité d'imprimer les photos à la demande, est également capable de fonctionner comme une imprimante depuis ton smartphone. Donc tu peux prendre les photos que tu as prises avec ton smartphone, tu les envoies et tu te les imprimes et tu te les rends, tu t'étires, quoi. Et ils ont rajouté un dernier truc qui est complètement gac, c'est un enregistreur audio. Sur la photo, le display imprime un QR code et quand tu passes ce QR code sur ton smartphone, ça te lance le son, ça va télécharger le son qu'ils ont envoyé, donc ils ont enregistré le son, ils l'envoient sur un serveur et ça te le télécharge sur ton smartphone, donc tu entends un petit son. Tu commentes, tu peux par exemple commenter la photo que tu prends et on entendra ton commentaire, c'est ça l'idée ou... Oui, c'est très court, hein, donc c'est un son de 10 secondes, donc c'est 10 secondes, c'est quand même censé être un peu rigolo, quoi. C'est pas. Ouais, mais enfin, c'est très ludique en fait. C'est très ludique. Parce que tu fais une photo. C'est des boîtiers qui sont très ludiques, hein. C'est pas. Tu fais ça à un anniversaire ou tu vois. Voilà. C'est là où c'est joyeux anniversaire Benoît, pouf, et tu reçois le son en plus de l'image, ça remet les choses dans le contexte, c'est plutôt rigolo. C'est voilà. C'est des petits boîtiers sympas et rigolos. Voilà. Ça coûte cher ce genre de petites bêtises ou... Alors ça coûte 169 € le boîtier, et comme je disais, il faut voir avec les promos, etc. Mais en général, un film c'est une dizaine d'euros pour 10 tirages, plus ou moins 2 €. C'est marrant. Donc ça fait à peu près 1 € l'unité. Peut-être pas inventer des choses, mais en tout cas, prendre différents éléments comme la photo instantanée, le son, le web, le QR code, machin, etc., et en faire quelque chose. C'est ça que moi, je trouve ça assez génial, de cette audace-là, d'aller vers ce genre de produits un petit peu, qui peuvent paraître totalement farfelus, et en fait, quand on y réfléchit bien, tiens, c'est vrai, ça peut faire plaisir, ça peut amuser, c'est plutôt sympa, hein, Thierry. Oui, ça me fait penser qu'en fait, ils sont très forts, ils arrivent à faire perdurer cette technologie. Avant, on citait Polaroid. Alors, le coût de l'enregistrement audio, voilà, et puis le coût de l'enregistrement audio rattaché à la photo, je l'avais vu sur certains petits appareils numériques. Là, ça peut être sympa avec le QR code, il y a un petit côté, tiens, va chercher, il y a peut-être quelque chose de rattaché à cette image. On est un peu dans le Nespresso de la photo, même si 169 €, c'est plus tellement le prix de la machine à café parce qu'on la trouve maintenant très très bon marché. Et puis, voilà, il faut dégager des marges sur les consommables. Mais moi, j'aime bien le retour à l'impression physique. Ça me parle. J'ai jamais acquis, ou à part peut-être sous la forme de cadeau, j'ai offert ce genre d'appareil. Mais très souvent, je me fais la réflexion, j'ai des tonnes de photos et ça serait pas mal de les imprimer, de les avoir dans un livre, de les avoir sur un support. Il y a ça, et puis il y a aussi, on avait déjà parlé avec Benoît, je me rappelle, à d'autres, justement en parlant de Polaroid ou d'autres systèmes du même genre, qui est cette idée de faire une photo et de la réfléchir, et de ne pas mitrailler, qu'on a l'habitude de mitrailler maintenant, parce que finalement, c'est vrai que c'est facile de faire 100 photos dans la minute. Mais là, il faut en faire qu'une, il ne faut pas se louper, parce que ça va coûter 1 € de l'imprimer, etc. Et donc on revient aux origines de la photographie, hein, quelque part. C'est un peu ça, ou pas très loin, quoi. De se dire, il faut pas se louper, quoi, parce que si on se loupe, on pourra pas la refaire. Et voilà. Et ça, je trouve ça plutôt sympa aussi, de réfléchir avant de pousser sur le déclencheur. Je trouve un peu optimiste parce que le marché cible principal d'Instax, c'est quand même les ados. Et quand tu vois les ados qui utilisent, ils mangent les cartouches. Hein. Oui, c'est ça. Ça claque. Quoi. Évidemment. Les réflexes acquis en numérique restent, et puis brusquement l'appareil s'arrête. Oh ben mince, c'est arrêté, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je mets la deuxième cartouche. Mais le problème, c'est qu'ils sont nés avec ça, avec le smartphone. Donc voilà, c'est un outil éducatif aussi, quelque part. Mais attention, ça va scratcher. C'est juste pour le montrer à Thierry. Si tu veux essayer, tu as ce genre de petit gadget qui est l'imprimante. Je vais la mettre full screen. C'est l'imprimante Instax, et c'est très sympa. Tu l'as depuis ton iPad, ton iPhone, ou depuis un appareil photo Fujifilm. Tu peux imprimer directement la photo. Maintenant, faut pas se leurrer, la qualité et pas au top, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, qui rendre l'objet. Moi, j'aime bien l'emmener en voyage parce que ça te permet, en voyage, tu reviens d'une expérience, tout de suite, tu rends quelques éléments physiques et on revit le truc. Tu vas dans la chambre d'hôtel.
Donc c'est. Ne dis pas tout. C'est une manière très... On revit le truc dans la chambre d'hôtel. Excuse-moi, mais ça laisse présager des choses. En plus de ça, tu tires ta photo tout seul. Personne n'intervient. Voilà, t'es déconnecté et tout, donc ça peut laisser des traces, ces trucs comme ça. Je veux pas faire de la pub pour nos services publics ici en Suisse, mais la Poste suisse a une application qui est bien sympa. Une fois par jour, on a la possibilité, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, une fois par jour, on peut prendre une photo de son smartphone, écrire un petit mot, y remplir une adresse et envoyer une carte postale physique. Ah oui. C'est assez smart, c'est gratuit, c'est donc limité à un envoi par jour et c'est assez sympa de s'envoyer une carte postale sur laquelle on a mis un petit texte et puis on a sa propre photo au dos. Je trouve ça assez sympa. Ça fait des années que ça existe. Je ne sais pas comment ils font pour tourner parce que c'est un service totalement gratuit. Voilà. C'est dingue. Bon, service public. Voilà. Allez, on passe à la suite. On va parler de podcast un petit peu, Thierry. Comme podcast, on va parler du podcasting avec le couple Obama. Et avant que tu parles de ce sujet, je voulais remercier au passage un podcasteur québécois célèbre, Benoît Descaries, qui nous a fait un petit message sympa via Twitter, qui a poussé un peu les technos en disant « Allez les écouter, c'est sympa, etc. » Et je tenais à le remercier. Et donc, puisqu'on était à être P comme podcast, Thierry, toi qui le connais bien, Benoît, l'autre Benoît, tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est quelqu'un, quoi, dans le métier. Oui, c'est une figure incontournable. Et il y a Benoît et Bruno. Oui. Attention, parce qu'effectivement, Benoît Descaries et Bruno Guglielminetti, qui c'est très gentiment que je dis ça, qui est un vieux de la vieille du podcast. Et bien oui, effectivement, le monde de la podosphère, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, se pose des questions sur ce qui est en train de se passer autour du podcasting. Pour rappel, un peu à l'image de les autres technologies qu'on a présentées, le podcasting a vu le jour dans les années 2002-2003. Adam Curry, qui était animateur MTV, est allé voir Dave Winer, qui a inventé le RSS 2.0 et qui permettait comme ça de transbahuter de l'audio, de la vidéo, puisqu'il n'y avait pas encore la fibre, il n'y avait pas encore la 4G, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et on pouvait comme ça écouter, emporter pour écouter ou regarder du contenu où vous voulez quand on voulait. Et tout d'un coup, il y a un regain autour de cette technologie qui, moi, depuis une année et demie, m'épate et me pose des questions, m'interroge, parce qu'il y a 2-3 acteurs qui y vont comme ça à gros coups de millions pour créer des portails, pour essayer de monétiser quelque chose. Alors, voilà, à l'image des technos, se retrouver à tout d'un coup avoir quelqu'un qui toque à la porte pour dire « Écoute, ton contenu, il me plaît bien, mais je vais le proposer en payant sur ma plateforme », ça passe pas chez tout le monde. Et puis, oui, je prenais l'exemple du couple Obama qui raconte un truc un peu bizarre, moi, qui m'énerve un peu, puisqu'effectivement, pour faire très court dans leurs propos, nous, on se met au podcast, on a carrément notre boîte de prod, voilà, ils font pas les choses à moitié, on est aux États-Unis, c'est normal, parce que on a envie d'entamer le dialogue, on a envie d'avoir des réactions, on a envie de faire que nos contenus amènent de l'interactivité, de l'interaction, du dialogue avec nos auditeurs. Et bien, s'il y a bien un format qui va à l'encontre de ça, c'est bien le podcast, puisqu'on peut écouter ou regarder son épisode de podcast où on veut, quand on veut, à l'inverse d'un live où là, oui, en direct, on peut interagir, si autant qu'on ouvre les commentaires à l'audience qui peut comme ça poser ses questions. J'ai de la peine à les voir crédibles là-dedans. Mais je sais qu'ils vont bien faire les choses, parce qu'effectivement, on le sait, Obama a toujours bien soigné son marketing et sa com. Et là où c'est quelque chose qui va un petit peu faire grincer des dents tous les producteurs indépendants de podcasts, c'est qu'ils ont signé avec Spotify. Et Spotify est un des gros acteurs qui, tout d'un coup, s'est réveillé à faire quelque chose autour du podcasting, publicité, monétisation, abonnement, enfin, on va dans tous les sens. Moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que c'est pas le début de la fin du podcast? Est-ce que c'est juste un pet dans l'eau? Parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais voilà, à côté de ça, nous, on reste, les producteurs indépendants,
libre de faire comme on veut, avec justement cette souplesse qui avait marqué dès les débuts le podcasting. Alors, j'ai ma petite opinion sur le sujet, tu t'en doutes. Bien sûr. J'ai beaucoup échangé ces derniers temps avec d'autres podcasteurs français sur le sujet à la sortie de l'application Magellan en France, qui est l'application de Mathieu Gallet, ancien PDG de Radio France et de l'INA, si je ne dis pas de bêtises, et qui avait promis qu'il ferait une plateforme mettant en avant des podcasts, etc. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a tenu parole, il a fait son application qui s'appelle donc Magellan, et pour financer son application, parce que quand même on n'est pas des mécènes non plus, c'est qu'à côté, en marge de podcasts gratuits, il propose un contenu premium avec des gens à lui et des producteurs de podcasts, pour le coup pas indépendants, hein, mais qui font du contenu, et ce qu'ils le font sans doute très très bien. J'ai pas écouté ce qu'ils faisaient, mais je pense que ça doit être très bien, et qu'ils le proposent en payant à côté des choses gratuites. Et ça a créé une espèce de levée de bouclier de la part d'une partie des podcasteurs francophones. Pas la majorité, je pense, mais une partie quand même, qui a su faire du bruit sur les réseaux sociaux. Et ça m'a amené, moi, à publier un petit article qui paye pas de mine sur mon blog perso, qui s'appelle comealaradio.net, dans lequel j'explique que c'est dans l'ADN, malheureusement, du podcast, cette histoire-là. C'est-à-dire que dès la première minute, alors pas la première minute, pas celle dont tu parlais, c'est le moment où on a créé le podcast, ce mot valise qui est fait de iPod et de broadcast, ce qui n'est pas une invention d'Apple, hein, soyons très clairs, ça n'a rien à voir du tout. Mais à un moment donné, un an après sa création, je pense, quelque chose comme ça, il y en a un qui s'est dit, bah tiens, ça c'est peut-être une opportunité de vendre des iPods. Il s'appelle Steve Jobs et il décide de mettre un catalogue sur iTunes, un catalogue de podcasts. Et là démarre un petit peu le truc. Et donc c'est déjà par intérêt qu'il l'a fait, dès le départ, pour vendre de la musique, pour vendre des iPods, pour faire connaître sa marque, etc., son iTunes, etc. Donc voilà, c'est dès le départ. Tout d'un coup, s'insurger parce que quelqu'un essaie de faire de l'argent, alors qu'en fait, il fait ce que tous les autres ont fait jusqu'à présent, c'est mettre les podcasts dans la lumière, de créer quelque part les conditions dans lesquelles on va nous trouver en tant que créateur de contenu, parce que tout seul, on fait pas grand-chose, soyons clairs. Voilà, ce deal, ce gagnant-gagnant, entre guillemets, entre celui qui crée une application et qui va dégager quelques revenus de son application et les créateurs de contenu, c'est un deal un peu mafieux, j'en suis conscient, mais voilà, il existe et c'est ça qui fait que le podcast existe encore aujourd'hui. Il y a une différence fondamentale avec un Steve Jobs. Moi, je le remercierai jamais assez parce que grâce ou à cause de lui, on est tombé sur le plus gros répertoire de podcasts. C'était relativement facile de pouvoir proposer son flux et ainsi être référencé. On a tous eu notre quart d'heure de gloire quand on allait chercher dans le répertoire iTunes notre petite vignette avec le nom à côté. Il n'y avait pas une démarche franchement commerciale. Il y avait surtout peut-être, alors je suis naïf quand je m'exprime comme ça, une volonté de démocratiser l'accès à ce contenu. Et ça a tellement été vrai qu'on a vu beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités, beaucoup de gens dans l'enseignement proposer gratuitement ces contenus. Et là, on a enfoncé le clou pour dire, voilà, c'est un format, c'est un contenu, c'est un mode de communication qui ne pourra jamais être monétisé. Parce que ce qui est plus drôle dans l'histoire, c'est bien avant que iTunes prenne le pli de mettre la rubrique podcast dans iTunes, il y avait une société aux États-Unis, je me rappelle parce que je l'avais testé, on pouvait envoyer son flux MP3 chez eux et eux ils l'agrémentaient en intro et extra de séquences audio publicitaires. Donc on avait déjà des gens qui s'étaient intéressés à l'idée de se dire on pourrait peut-être monétiser tout ça. Ça n'a jamais décollé. On va parler d'un autre vieux de la vieille, Bertrand Lenôtre, qui a été à l'origine du lepodcaster.com, un ancien de la radio. Eh bien, ça a été un des premiers podcasteurs francophones à vendre ses services à des Microsoft, à des je ne sais plus quoi. Il y avait même Volvo, il y avait des annonceurs de toutes sortes qui avaient l'intelligence d'aller vers lui pour dire, écoute, nous, on veut sponsoriser tes contenus, on veut mettre de la pub qui s'agrémente pas trop mal avec les podcasts que tu fais. Là, ce qui me gêne, c'est qu'on va aller piocher dans ce catalogue sans forcément nous demander notre avis,
puis on met une couche payante par-dessus. Attention, il faut être très précis, que ce soit les technos ou d'autres podcasts indépendants tels que le nôtre, ne sont pas payants, ni sur Magellan, ni sur aucune plateforme. Il y a juste certains éléments, ce qui peuvent être de la publicité, des bannières dans l'application, machin, etc. Mais on sert la soupe. On étoffe le catalogue, on nous vend sur Magellan et bientôt sur Spotify. Écoute, on va pouvoir te proposer des contenus au regard de tes habitudes d'écoute, par rapport à ton style et tes habitudes de lecture, pour qu'on puisse au mieux te renseigner, un peu comme nous avait promis la chose YouTube. Donc là, oui, je vois des gens qui montent au créneau. Moi, personnellement, je suis persuadé, mais bon, je veux pas non plus être le seul à répondre là-dessus. Je suis persuadé qu'on est dans un espèce de truc qui va faire pouf, un espèce de flanc qui va s'éclater après quelques mois. Ouais. J'ai donné la parole parce qu'on est un peu long sur ce sujet, mais quand on parle podcast, automatiquement on s'emballe un petit peu. Mais je voudrais quand même donner la parole à Benoît, parce que Benoît est un ancien podcasteur. Il a fait déclencheur.com, je dis pas de bêtises, ou .be, enfin déclencheur en tout cas, c'est un podcast sur la photographie. Et tu as essayé le modèle payant avant d'arrêter, Benoît, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Moi, j'étais et je reste persuadé que le seul modèle raisonnable pour des médias en général, c'est le modèle payant. Pour un truc extrêmement simple, la pub, ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est Seth Godin, qui est un gourou du marketing. Enfin, il est devenu gourou de plein de choses maintenant, mais qui a démarré comme gourou du marketing. Il y a une vingtaine d'années, avait fait le constat, mais en final, le jour où on commence à mesurer l'efficacité de la publicité, on se rend compte que ça vaut pas grand-chose. Et comme sur Internet, c'est très facile de mesurer, ça veut dire que forcément, les publicités vont se vendre pas cher et de moins en moins cher. Et le truc, c'est qu'effectivement, que tu vois, ce qu'on a vu, c'est une baisse colossale des revenus liés à la publicité, et qui ne cesse d'ailleurs de continuer à baisser. Et en fait, le seul modèle qui me paraît être viable, et quand je vois des médias, je parle de façon générale, pas uniquement des podcasts, des médias qui fonctionnent et dans lesquels je pense qu'il y a une capacité de pérennité, c'est tous des médias qui ont élaboré avec des formules très différentes, mais une formule payante où on demande aux gens de payer un tarif raisonnable par rapport à la qualité de ce qu'on apporte. Et quand je pense à ça, je pense que ça va de Netflix qui te demande tes 10 euros par mois, tes 10 euros par mois pour avoir accès à leur contenu et plein d'autres choses. Je pense à une série de magazines spécialisés qui te proposent comme ça le contenu sur leur application, mais qui est payant, avec quelques articles qui servent de produits d'appel. Je pense au Guardian, un journal anglais qui a un modèle complètement différent, qui dit tout notre contenu est complètement gratuit. Enfin, tout notre contenu est accessible gratuitement, mais si vous voulez qu'on continue, il faut que vous nous souteniez, qui est un peu le modèle de Wikipédia aussi, qui est de dire on a besoin que vous soyez derrière nous. Pour moi, c'est le seul modèle raisonnable. C'est une forme de crowdfunding, c'est de la valeur, et donc il faut pas compter sur la publicité parce qu'en fait, pour que la publicité rapporte à quelqu'un, il faut vraiment être une régie. Les seules personnes qui peuvent gagner leur vie en faisant de la publicité, c'est des intermédiaires, parce qu'ils arrivent à amalgamer une telle masse, et donc c'est les Google et les Facebook, ils font des volumes qui prennent toute la valeur. Mais parce qu'ils n'ont pas à créer le contenu. Enfin, tout ça pour dire que sur cette histoire de Magellan et autres applications, ce qui a mis le feu aux poudres aussi, c'est le fait que le service public français ne veut pas être sur ce type d'application, mais ça c'est pour des raisons qui leur sont propres, parce qu'on dit ah oui mais c'est du produit gratuit. Non, ce que produit les podcasts produits par Radio France en l'occurrence, c'est pas du contenu gratuit, il est payant, il est payé par les impôts des gens. Et donc il n'y a aucune raison de servir de produit d'appel à une société privée quand le produit d'appel en question a été payé par le contribuable. C'est un tout autre débat, ça n'a rien à voir avec les podcasteurs indépendants, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un amalgame aussi là derrière. On va faire comme Radio France parce que on a 200 auditeurs et qu'on va se permettre de pouvoir engueuler un mec en français sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un petit peu de ça aussi, il n'y a pas la barrière de la langue, donc on se lâche un petit peu plus facilement sans doute aussi. Enfin tout ça pour dire que c'est un gros bazar, un gros truc. Moi je dis,
Les technos sont sur Magellan, j'en suis pas mécontent. Vous pouvez nous y retrouver une fois de plus à un endroit. Nous, si on fait un podcast, c'est pour être écouté et pas pour être blasé dans notre coin. On accepte toutes les critiques et tout ce que vous voulez. Voilà, les essentiels, c'est d'être à disposition des gens le plus possible. Je serais beaucoup plus embêté si demain on nous saucissonne nos épisodes pour y mettre dedans de la publicité ou qu'on détourne notre propos pour une raison X ou Y, qu'on fasse du deepfake de Benoît ou de Thierry sur base des contenus de techno. Là, je ne serais pas d'accord, évidemment, mais là, en l'occurrence, notre produit n'est pas dénaturé et on ne se sent pas plus mal, on n'est pas moins riche aujourd'hui ou plus riche aujourd'hui qu'hier. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Juste encore une toute petite parenthèse par rapport au contenu du fichier RSS 2.0 dont tu parlais, Thierry. C'est aussi un petit peu l'époque, alors je ne sais plus très bien si ça a été le point de départ ou le point d'arrivée de ce qu'on a appelé le web 2.0 et cette idée de web que l'on partage, un truc un petit peu fleur bleue, oui. Les blogs, je vais partager mes billets de blog avec mon flux RSS, oui, et puis mes sons, etc. C'est une utopie. Ça partait d'une bonne idée, et oui, mais c'est pour une la utopie. petite histoire, on pouvait encapsuler de l'audio en MP3, oui, bien sûr. de la vidéo en MP4 et du PDF, donc c'était aller très loin dans l'idée du partage. Oui, le partage, voilà. Je crée du contenu et je le donne à tout le monde. Non, enfin, à un moment donné, c'est bon. On a assez erré sur Internet et sur le web en particulier vers tout ce qui était gratuit. La culture du gratuit a fait son temps, comme tu l'expliquais, Benoît. Et là, maintenant, il va falloir peut-être passer à la caisse, oui, pour avoir du contenu de qualité. Ça risque d'être un petit peu le cas. On était très long sur ce sujet. Je t'en veux beaucoup, Thierry, sur ce coup-là. Non, je rigole. J'assume. Si ça se trouve, on sera repris demain sur Twitter, je me ferai insulter grassement, c'est toujours possible, hein, qu'est-ce que vous voulez. Thierry, encore toi, on va parler de look, on va être un petit peu plus léger pour le coup, et c'est plutôt une brève ça, parce qu'on l'avait un petit peu évoqué déjà la semaine passée. On va parler d'une râpe à fromage. Oui, une râpe à fromage. Je sais effectivement que vous avez traité le thème, en tout cas, sans parler de râpe à fromage, dans le dernier épisode de Les Technos, je veux parler du fameux ordinateur de chez Apple. Encore, j'aurais pu faire A comme fromage ou râpe à fromage. Oui, alors c'est assez marrant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On est en train de se moquer de ce produit, puisqu'effectivement, on le compare à une râpe à fromage. Je parle de ce fameux, l'image la plus parlante, de ce fameux Mac Pro, qui revient dans sa forme initiale. Alors moi, je voulais pas faire 15 ans sur le sujet, parce qu'effectivement, peut-être que ça ressemble à une râpe à fromage. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a perdu quelques années, pas mal, avec ce fameux cylindre qui lui aussi avait hérité de toutes sortes de termes, pour revenir à ce fameux format. Alors il est plus tout à fait carré, enfin rectangulaire, les faces sur le côté sont légèrement incurvées, mais on est à nouveau dans un format d'ordinateur pratique dans lequel on peut mettre des cartes, dans lequel on peut grailler, faire des choses. Il y a d'ailleurs pas mal de gifs animés qui se baladent sur les sites Apple où on montre en 2 secondes comment ouvrir le capot. Et puis, effectivement, lors de la WWDC, on a même annoncé une option, les roulettes pour cet ordinateur. C'était applaudi. Alors, ce que j'adorais, c'est les applaudissements. Ça partit très fort et puis ça s'est calmé très vite comme ça en disant mais qu'est-ce qu'on applaudit en fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Et on ne parlera pas de l'écran qui va avec. Et son support, il met son pied. Ça a déjà été traité. Ouais. Mais voilà, je suis amusé de savoir que tout d'un coup l'internet se tarit de gags autour de tout ça. Et puis on le disait hors caméra, c'est vrai que cette WWDC, elle est particulière, pour revenir un petit peu quand même sur cet event, puisqu'elle est porteuse de beaucoup d'annonces de sorties matérielles. Moi, c'est ce que j'ai retenu de cet event, c'est que tout d'un coup Apple, qui avait axé toutes ces annonces précédemment sur du service, là tout d'un coup, allez, on se réveille, on revoit notre copie, mais j'ai envie de dire tout ça pour ça. C'est trop tard. L'ordinateur en question est très cher dans sa version idéale. On a loupé le coche et là, je lance la question en forme de pique, est-ce qu'on ne regretterait pas les années Steve Jobs? Oui, enfin ça, on l'a déjà dit. Enfin, on évite de dire Steve Jobs n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas mis de roulette, non, ça c'est clair.
Je sais pas ce qu'en pense Benoît. On peut tourner en rond comme ça très longtemps, hein, soyons très clairs, c'est un sujet, voilà. Mais justement, évitons de tourner en rond. Je l'ai dit la semaine dernière déjà, c'est une machine qu'on aurait pu présenter dans une version un peu plus costaude que la version de base, qui est quand même vraiment, là, on va même pas en parler, mais avec une version un peu plus cossue, ça devient un appareil de professionnel. Je le disais, le suffixe pour le coup n'est pas usurpé par rapport à d'autres versions pro qu'on rencontre dans d'autres marques. Donc voilà, c'est juste dommage d'arriver si tard avec cette machine. Et puis c'est un tout autre marché que le smartphone, la tablette et les services qu'ils proposent. Donc voilà. Benoît, peut-être pour conclure rapidement. Alors. Bon, juste très vite sur ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, je pense qu'il faut prendre conscience que pour Apple, ce genre de produit, c'est quasiment un hobby, à mon avis. Ils le font parce qu'ils ont besoin de maîtriser ces technos en interne. Ils le font parce qu'ils ont un marché et donc, effectivement, ils ont une légitimité à être présents dessus. Mais je pense qu'on n'est pas sur une marque qui a vocation à faire du matériel pro. Et donc, ils en font un hobby comme l'Apple TV, quoi. Et à la limite, pour eux, l'Apple TV est de moins en moins un hobby et c'est le Mac Pro qui est devenu un peu hobby. Donc, il faut... Puis moi, ça m'amuse énormément de voir ce que tu relèves, Thierry. Il y a une espèce d'absence de distance. Il faut impérativement taper sur le fait qu'il y a un nouveau produit qui est arrivé. Il faut impérativement se moquer du truc. Bon, voilà quoi. Les règles du jeu ont été installées par Apple depuis le départ. Hein. C'est un peu ça. Là, je suis désolé. Mais non, mais Benoît disait un truc intéressant avant qu'on démarre l'enregistrement. Et c'est peut-être ça sur lequel il faut qu'on réfléchisse. En tout cas, Apple, il faudra une fois qu'il se penche sur la question. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter justement la gamme Pro parce que ce n'est pas un constructeur de matériel Pro, puisque, comme tu le disais Benoît, le matériel Pro ou les constructeurs de solutions Pro sont très conservateurs et donc de ce fait, ce n'est pas du tout l'apanage d'une marque comme Apple de s'enfoncer, enfin d'insister dans cette direction, quoi. On dit d'habitude affaire à suivre, oui. D'un œil quand même, parce que voilà, c'est quand même des belles machines, hein, quand on réfléchit bien, ça reste du beau matos, quoi, hein, c'est clair. Donc on reste toujours un petit peu passionné par le truc, il faut bien le dire. On passe à la suite. Et c'est Benoît qui va nous parler de Microsoft, ça me fait rire. Parce que, si on a un Apple fan dans la bande, c'est bien lui. Mais malgré tout, il y a des choses à dire, manifestement, par rapport à Microsoft, Benoît. Tout à fait. Il y a une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un chez Microsoft qui a une bonne idée. Il vient de chez Apple. Et qui s'est enfin rendu compte d'une évidence totale. Ouais. C'est que cette idée selon laquelle il faut faire expirer les mots de passe après 30 ou 60 jours, c'est une connerie infinie. Et donc, ils ont changé leurs recommandations parce que c'est ça le problème. Microsoft, non seulement fait des produits de mauvaise qualité, mais en plus, ils publient des recommandations pour dire voilà comment vous devez mal les utiliser. Et dans les entreprises où on installe ces produits, on lit ça et on y croit. Tu vois, les mecs, ils ont acheté, donc ils y croient. Ouais. Et donc, ils lisent ça, ils y croient. Et une des choses qu'on dit, c'est pour sécuriser votre système Windows. Bon, on oublie que ça ne veut rien dire, mais pour le sécuriser, vous devez absolument activer l'option comme quoi les mots de passe expirent après 30 ou 60 jours. Ouais. Ce qui est une connerie infinie. C'est basé sur une très vieille idée de l'époque où une attaque de mot de passe, ça s'imaginait, ça se faisait comme une attaque brute force. Donc une attaque où on avait une machine qui essayait toutes les combinaisons de lettres et de mots possibles et imaginables. Et il se fait que ça prenait, il y a une époque on a calculé, pour essayer toutes les combinaisons de mots, de lettres, etc., vu la taille des mots de passe, ça prend 30 ou 60 jours. Donc il faut que les gens changent tous les 30 ou les 60 jours. C'est plus du tout comme ça qu'on fait une attaque mot de passe aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'on se protège d'une attaque mot de passe. Ça fait des années qu'on le sait, mais la recommandation complètement stupide restait dans les guidelines de Microsoft. Et donc, dans toutes les entreprises ou presque, tous les 30 jours, on te dit « Ah, faut changer ton mot de passe ». Résultat, non seulement ça sert à rien, mais ça diminue la sécurité, parce que ce que tout le monde fait, c'est qu'il prend le même mot de passe que la fois précédente en changeant une lettre. Et donc, ou on l'écrit quelque part sur un post-it pour pouvoir le retrouver. Et donc, c'est d'une... Bref, bonne nouvelle. Il y a quelqu'un chez Microsoft qui s'est réveillé, qui s'est dit « Là, c'est vraiment trop ballot ». Et ils ont changé leurs recommandations. Et donc, on peut espérer que d'ici 6 mois, 9 mois, 1 an,
le temps que les administrateurs système se réveillent. Dans toutes les entreprises, c'est une fonction complètement stupide, soit désactivée. Donc dans 10 ou 12 mots de passe, quoi. Non, donc je suis rassuré, il y a des ingénieurs chez Microsoft. Ça, c'est vache. Non, mais ça me fait rire parce que j'ai reçu, pas plus tard que ce matin, en allumant mon ordinateur au bureau, j'ai eu la notification où on me disait « N'oubliez pas de changer votre mot de passe dans les 15 jours ». Et donc, chaque fois que je vois ça, je me dis « Mais non, c'est juste pas possible ». Alors, se rappeler, mon petit truc mnémotechnique, tac, 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 voilà, et c'est bon, et ça passe, et voilà, si on en a un, on les a tous, mes mots de passe, pour le coup. Voilà. J'en suis pas fier, hein, mais c'est le système qui veut ça. Je veux dire, mais voilà, c'est quand même particulier la manière dont les choses changent. Quand on se pose un petit peu, quand on prend un peu de recul. Des fois, on a l'impression que ces décisions ont été prises un petit peu à l'emporte-pièce, en disant c'est comme ça, quelqu'un a décidé, on ne sait pas qui, hein, mais un type. Mais dans l'informatique, il y a plein d'exemples où en fait, ça tenait à une ou deux personnes. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire du fameux clavier qui devait être modifié, adapté à Windows. C'est un ingénieur d'IBM qui a dit non, moi je ne touche pas mon clavier, le layout de mon clavier, vous vous débrouillez. Et on a hérité, à cause ou grâce à lui, du Control Alt Delete pour appeler le gestionnaire de tâches ou se loguer ou se déloguer sur une session Windows. C'était sur NT, je crois, à l'époque. Donc, pourquoi ? Parce que ce monsieur ne voulait pas reproduire ou refabriquer des claviers en ajoutant une touche spécifique, ce qui a changé depuis, puisque côté Mac comme sur PC, on a maintenant des touches dédiées au système d'exploitation. Comme on est tellement habitué à faire Ctrl-Alt-Delete, surtout avec Microsoft, c'est que la touche Microsoft, elle sert juste à appeler le menu démarrer, en fait. Voilà, pour arrêter. C'est bien logique, tout ça est très très logique, comme toujours. Allez, on va parler un peu de ton pays, Thierry, la Suisse, et la technologie suisse que tu défends avec ardeur, il faut bien le dire, par bons et par veaux. Mais quoi ? Mais pas uniquement, aussi au-delà, et donc c'est bien de parler aussi de ce qui va se passer prochainement en Asie. Oui, en fait, à l'heure où on se parle, c'est quasiment les dernières heures que c'est en train de se terminer. Oui, je ne pouvais pas résister à l'invitation dans les technos de faire un peu de chauvinisme pour mon pays, puisqu'effectivement, à l'heure où on se parle, se tient le CES Asia. Oui, la marque CES, le Consumer Electronics Show, qui a vu le jour il y a de ça des dizaines d'années à New York, puisque c'est là que ça a commencé avec de l'électroménager, des téléviseurs, des machines à laver, puis après qui s'est déplacé sur Las Vegas parce que c'était la ville la plus à même d'accueillir autant de monde. Eh bien, c'est une marque qui s'est dupliquée puisqu'on a le CES Asia. Alors, il n'est pas aussi grand que celui de Las Vegas, mais c'est devenu un rendez-vous important. Et le pavillon suisse a décidé, un peu à l'image de la petite semaine passée à Paris à Vivatech, de s'essayer avec son pavillon, d'accompagner plusieurs startups suisses pour pouvoir encore mieux rayonner autour de toutes les belles technos qu'on a. Il y a toujours encore un peu de drone, mais là je parlerai plutôt du drone utile, du drone technologique, technique. Ça a été l'apanage de notre ami ambassadeur Nicolas Bidot qui avait envie de faire de la Suisse la Suisse Home of Drone, la maison des drones, pour pouvoir défendre ce savoir-faire. Alors par exemple, pour les startups qui sont allées là-bas, il y a une startup qui est spécialisée dans le drone d'exploration dans des lieux difficiles. C'est une des belles réussites qu'on a ici en Suisse. C'est un drone qui est entièrement protégé par une sphère qui se déplie autour du mécanisme et qui protège à la fois la caméra, à la fois les pales, les rotors et tout ça. Et elle peut, comme ça, protéger le drone qui peut se glisser dans des endroits comme des éboulements, des zones à risque ou des zones inaccessibles pour l'être humain. Et donc, c'est un peu une sorte d'entraînement pour le pavillon suisse que d'aller en Asie, puisque ça y est, c'est officiel. Je suis très, très content de partager
cette primeur avec vous. Il y aura à nouveau un pavillon suisse au CES 2020 en janvier prochain à Las Vegas, avec encore plus de technologie, encore plus de start-up suisses. Voilà, c'était le petit quart d'heure. Je me fais plaisir. Je parle de mon pays, mais ça fait plaisir de voir que, voilà, je suis un petit peu ému parce que je suis content d'avoir été un petit peu le gars qui a secoué le cocotier pour qu'on arrête de se cacher, parce que voilà, c'est propre à la Suisse. Je sais que c'est aussi un peu l'apanage d'autres pays, mais nous, c'est vraiment dans notre ADN de se planquer, de ne pas oser se mettre en avant. Et voilà, les choses changent et je ne suis pas peu fier que ça bouge ainsi. Et donc ce CES Asia, que l'on connaît peu, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de nouvelles annonces, il n'y a pas tout le barouf. Non, c'est pas un gros barnum déjà pour l'instant. Voilà. Enfin, ça commence à peine. C'est pas un immense rendez-vous, mais il y a un autre rendez-vous, voilà, j'ai oublié de citer, qui est intéressant, c'est celui du CES Unveiled qui se passe à Paris. C'est une sorte de pré-annonce de ce qui va se passer à Las Vegas. Ça se passe quelques mois avant la fin de l'année, justement. Et voilà, la marque CES est en train d'un petit peu s'étendre. Moi, je suis jamais allé au CES Asia. On me dit que c'est quand même un peu plus petit. Il n'y a pas forcément des grosses annonces, mais voilà, ils se doivent aussi être présents pour ce territoire. Et au-delà de ça, c'est aussi une répétition, quelque part, la mise en place, la logistique, tout ce qui entoure, entre guillemets, un voyage comme celui-là, une participation à un salon de cette ampleur, on ne va pas en dilettante avec les mains dans les poches, quoi, en sifflotant. Tout à fait. On réfléchit quand même un petit peu à comment on va communiquer et on l'imagine bien. Voilà, bonne nouvelle donc pour la Suisse. On en espère autant pour d'autres pays technologiques, dont la Belgique peut-être, ou le Luxembourg, ou que sais-je, pourquoi pas. On va terminer tout doucement cet épisode 218 avec, tu parlais de drone, avec encore une question de drone, et c'est cette fois Benoît qui l'aborde. C'est une brève, hein, c'est une petite information concernant une réglementation européenne. Il n'y en avait pas encore, il y a des réglementations nationales, mais pas européennes encore, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Donc l'annonce est courte, effectivement, mais je pense que ça va intéresser tous les opérateurs de drones. Aujourd'hui, chaque pays a sa loi, ses règles pour faire voler un drone. Et l'EASA vient de sortir une réglementation européenne. Alors c'est important, je vais être un tout petit instant technique. Une réglementation européenne, ça veut dire quoi? C'est une loi qui s'impose aux États, et donc qui remplace les lois nationales. Donc ça veut dire, par opposition aux directives, ou quand la Commission dit « dites, ce serait bien qu'on harmonise ça », et puis chaque Parlement dans son coin refait sa loi nationale ou adapte sa loi nationale, et ça prend des plombes. Ici, parce que le secteur bouge quand même très vite, et donc le législateur essaie de suivre le rythme, c'est une directive, donc c'est l'accord de tous les États membres de dire « ok, pour ce coup-là, on va faire confiance à l'EASA ». Donc on va arriver avec une solution uniforme européenne, et c'est important parce que ça crée le plus grand marché le plus grand marché international avec plusieurs nations qui y participent pour les lisseurs et pour les opérateurs de drones. La directive n'entre pas en application tout de suite, donc elle est sortie. Il va y avoir un an durant lequel les différents opérateurs nationaux et les fabricants, etc., les pilotes vont prendre connaissance, comprendre la directive, etc. Et dans un an, elle entrera en application. Et donc, ça veut dire que si je suis, par exemple, pilote de drone en Belgique, eh bien, je pourrais piloter mon drone partout dans l'Union. Si je fabrique un drone qui a l'autorisation de voler dans certaines circonstances par, on va dire, l'Allemagne, eh bien, je pourrais le vendre avec les mêmes conditions partout dans l'Union. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, effectivement. Etc. Parce que on en parle souvent, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu dispersé. On a des chroniqueurs en Allemagne, en Suisse, en France, au Luxembourg, et souvent sur des technologies telles que les drones, mais aussi, par exemple, les véhicules électriques, hein, je pense aux trottinettes, etc. Les législations sont très différentes des villes, même, entre elles, ou des pays. C'est bien, de temps en temps, sur ce genre de technologie, qu'il y ait une unité. Alors, il faut voir si c'est pas
trop restrictif. Hein. J'imagine qu'il y a sans doute des voix qui vont s'élever en disant « Ah ben chez moi je pouvais faire ça, maintenant je peux plus » ou voilà, ou « Je suis content, je peux pouvoir faire ça alors que je pouvais pas ». Donc chacun trouvera un petit peu son intérêt dans l'histoire, mais c'est pas plus mal d'uniformiser ça d'un pays sur l'autre. Je sais pas si tu as pris connaissance des différentes règles qui régissaient justement le vol de drone en Suisse, Thierry. Alors oui, c'est amusant parce qu'en fait, ça va pas concerner la Suisse puisque nous, on n'est pas forcément... On s'intéresse à ce qui se passe en France. Hein. Pour la petite histoire, j'ai dans ma poche un permis suisse qui est calqué aux normes européennes et on l'a sorti avant que l'Europe l'ait parce que ça avait été défini. Ça, c'était le côté marrant du truc. On s'inspire de l'Europe. Mais une chose intéressante et qui est encourageante, la plupart des acteurs autour de l'industrie du drone ont un étroit contact, une étroite collaboration avec l'OFAC, l'Office fédéral de l'aviation civile, qui veut aller justement dans la loi, le légal, le légiféré, mais sans être dans la contrainte. Donc c'est vraiment un dialogue qui a l'air d'être constructif et non pas des règles qui vont être imposées. Alors pour le moment, ça donne des belles choses parce qu'il y a justement quelques-unes de ces startups. Je citais avant celles qui sont allées en Asie ou qui sont allées à Las Vegas. Eh bien, elles arrivent à avancer, à travailler, à mettre en place leur technologie, tout en étant sûr qu'on puisse après les appliquer puisqu'ils sont en constant contact avec l'Office fédéral de l'aviation. Donc ça, c'est encourageant. C'est étonnant pour la Suisse qui a une vieille habitude de tout interdire, de tout restreindre. Ça laisse sous-entendre un bel avenir. Après, maintenant, quid de ça versus le reste de l'Europe? Ça sera intéressant de suivre, voir s'il y aura après aussi une corrélation. Ok, bon, ben voilà, qui est bien aussi pour conclure cet épisode belgo-suisse, pour le coup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce 218e épisode des Technos. Vous, de votre côté, qui nous avez écouté, écoutez, si vous nous avez écouté sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des pouces, comme on dit, hein, et à vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, et également les petites étoiles, quand il y a les petites étoiles, les recommandations maintenant, ça s'appelle recommandations aussi, ou des commentaires, c'est bienvenu aussi. Enfin tout ça, ce qui fait un petit peu de mousse autour d'un épisode des Technos ou de n'importe quel autre podcast d'ailleurs, ça nous aide à exister et donc à mieux communiquer avec nos auditeurs. Et comme je le disais en tout début d'épisode, ça nous permet de faire des conversations et c'est ça qui est chouette. Et c'est comme ça aussi que je trouve des chroniqueurs. Bien souvent ce sont des auditeurs, donc voilà. Merci en tout cas à Thierry et à très très bientôt, puisqu'on se retrouvera sans doute dans le courant de l'été. Merci également à Benoît, tout pareil, hein, on se retrouvera très bientôt aussi. Merci à vous de nous avoir écoutés, à très bientôt, au revoir.